Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 de la bande FM, IDFM Radio Anguin, au-delà du miroir avec Christian Portal ce soir. Christian Portal est le porte-parole du collectif ACCOMED, Agir pour une médecine écologique. Il est professeur d'éducation physique depuis 1978. Il étudie la médecine traditionnelle chinoise en 1984 et en 1986. Il est créateur de l'association Sun Simiao, pour laquelle il est conseiller technique depuis cette période. On va l'accueillir ce soir autour de sa dernière parution, L'Occident malade de sa médecine, sous-titré Pollution, les coûts, les effets indésirables, etc. C'est une critique de notre système de santé. Si l'auteur reconnaît certains progrès médicaux, il met en avant les limites de ces techniques et notamment les pollutions générées par les rejets médicamenteux, les coûts élevés et les effets médiocres, et prône des pratiques médicales moins toxiques et coûteuses et plus respectueuses de la vie. Christian Portal, bonsoir. Bonsoir. Très contente allez, on se tutoie parce oui, qu'on t'étais là au tout début où moi j'étais là, donc ça fait très longtemps. On t'a pas changé, ça fait plaisir de te retrouver. On s'était déjà vu pour un ancien livre, ton premier livre. Le premier, c'était Pour une médecine écologique. Entre-temps, j'avais écrit Se soigner sans s'empoisonner, qui était une reprise avec l'intention de montrer qu'il y avait d'autres solutions pour se soigner, et je proposais un certain nombre d'alternatives faciles, destinées notamment à éliminer les peurs qu'on peut avoir quand on va vers quelque chose de différent. Donc le premier problème, c'était d'éliminer la peur, donc montrer qu'il y a des choses qui sont faciles sur les cas simples. Et ce que maintenant, j'ai quelques rapports avec une femme qui est médecin en Suisse, enfin qui est un ancien médecin homéopathe à la retraite en Suisse, Marie-France de Meuron, qui parle de médecine précoce, elle. Et c'est une idée que j'aime beaucoup. Plutôt que médecine préventive. Oui. Plutôt que médecine préventive, c'est une médecine précoce. C'est-à-dire qu'on fait de la médecine, on soigne les gens, mais on les soigne bien avant qu'ils ne soient véritablement malades, en fin de compte. Et donc, du coup, on a des soins qui sont des soins légers, qui peuvent être légers et qui interviennent, évidemment, avant qu'il y ait de véritables problèmes. Alors, toi, c'est parce que tu as eu des problèmes de santé à une époque de ta vie que finalement tu t'es tourné vers ce qu'on appelle les médecines alternatives. Oui, alors le mot alternatif, j'en parle beaucoup dans mon livre de médecine alternative, médecine complémentaire, en essayant de clarifier tous ces termes, en sachant que finalement aucun ne convient. Et je préfère le terme de médecine non conventionnelle, qui est celui adopté par la terminologie européenne, qui le reconnaît d'ailleurs. Qui le reconnaît, c'est-à-dire qu'il y a eu un texte réglementaire qui a défini cette position de médecine non conventionnelle, mais qui reste au niveau des intentions, et qui en tout cas n'est pas reconnu par les États et en particulier par la France, sur le principe de ce qu'on appelle la subsidiarité, puisque en fait la subsidiarité est une disposition dans le contexte européen qui permet à un État de déroger à une règle européenne. Donc il y a un certain nombre de domaines qui échappent justement à la réglementation européenne. C'est le cas de la santé et le cas de l'éducation, par exemple. Donc en matière de santé, les États font ce qu'ils veulent, et en matière d'éducation également, et notamment en Allemagne où il y a des Länder qui, eux, ont une responsabilité régionale particulière. Les Länder, mais il y a les Heilpraktiker en Allemagne. Oui, alors les Heilpraktiker ont cette liberté-là, mais je parlais d'éducation. D'éducation. Voilà. Alors là, on voyait que la Commission européenne, c'est un peu, on peut dire, elle a quand même accepté le fait qu'il n'y ait pas qu'une seule médecine, on peut dire, en Europe. Alors c'est pas la Commission, c'est le Parlement. C'est le Parlement. C'est le Parlement, oui. Non, la Commission n'a pas de particulière disposition là-dessus. Non, c'est le Parlement européen, et encore c'est le Parlement européen sous l'égide de Paul Lannoy, et qui a dû batailler à 2 reprises dans 2 mandats différents pour obtenir in extremis un texte réglementaire qui ne l'a pas totalement satisfait, puisqu'il n'a pas voulu que son nom soit associé à ce texte. Qu'est-ce qu'il en est, la loi Kouchner du 4 mars 2002 sur le droit des malades à savoir et à accepter une médication? Je pense au vaccin en général. Elle est totalement bafouée sur vaccins, totalement bafouée sur un certain nombre de sujets, et notamment sur celui du vaccin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on oblige pour des raisons administratives
quelqu'un à subir un traitement dont il n'a pas envie. Et je viens de recevoir d'ailleurs une pétition. Enfin, non, c'est pas une pétition, c'est un questionnaire issu de l'Europe auquel on nous a demandé par l'intermédiaire d'un groupement de répondre et de répondre d'une certaine façon. Mais la seule question que se pose l'autorité européenne, c'est comment convaincre les gens que c'est nécessaire de se faire vacciner. Il n'y a pas le début du commencement d'une interrogation sur la validité des vaccinations, sur l'utilité des vaccinations. Je prendrai un exemple simple. Là, on vient d'apprendre qu'il y a eu un cas de rougeole. Marche sur la tête. Est-ce que dans les années 60, 70, 80, on a à la radio, à la télé, on annonçait qu'il y avait eu un cas de rougeole? Non, tous les enfants avaient la rougeole, personne n'a été plus affecté que ça. Un cas de rougeole et dont la personne est morte. Hein. Non, un cas de rougeole tout de suite là. Chez un jeune. Alors, comme c'est survenu à Poitiers. Et que on parle de. Mais c'est pas lié à la vaccination qui est obligatoire depuis janvier 2017. Alors 2018. C'est ce qui se dit maintenant, c'est-à-dire qu'effectivement, on sait repérer maintenant deux types de virus pour la rougeole, le virus vaccinal et le virus sauvage. Et il s'avère que c'est du virus vaccinal. Mais voilà, c'est les vaccinations. Et donc du coup, il y a plein de problèmes liés à ça. Bon, on va pas parler de la vaccination, il y aura une autre émission là-dessus, on est bien embêtés. Là-dessus, on est vraiment embêtés, mais je pensais quand même que la loi Kouchner, finalement, elle sert à rien. Cette loi qui disait qui donnait la permission aux patients d'avoir le droit sur leur corps, on est d'accord? Non, j'ai même eu le cas, ma mère, à un moment donné, a eu des accidents, surtout à l'hôpital. On s'est aperçu qu'elle manquait de globules rouges. On a fait une ponction. On s'est aperçu qu'elle avait une maladie cancéreuse, mais liée à l'âge. Donc, évidemment, on a emmené un hématologue sur cette affaire-là, qui m'a dit, il faut faire absolument une chimiothérapie. Je dis, pour moi, c'est non, mais c'est pas moi qui décide. Ma mère est libre de faire cette chimiothérapie ou pas. Et à l'époque, elle avait déjà des troubles cognitifs plus ou moins importants. Et elle lui a dit, d'une façon assez lénifiante, l'histoire. Et j'ai bien vu que ma mère ne comprenait rien de ce qu'on lui disait. Et donc, on a commencé des chimiothérapies sans qu'elle comprenne de quoi il était question. À la 5e, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le mot chimiothérapie a enfin passé la barrière des difficultés cognitives. Et elle a compris. Et là, elle est tombée dans un flou terrible. C'est-à-dire qu'elle a totalement perdu la tête sous l'impact émotionnel que ça a représenté. Et donc, qu'en est-il effectivement du consentement éclairé? Il n'y a pas d'éclairage. Alors, il y a aussi ce consentement du don d'organes, qui depuis le 1er janvier 2017, on est tous des donneurs potentiels. Mm-hmm. Ça, c'est aussi, alors c'est pas éclairé, ça, c'est plutôt non, c'est pas éclairé. On peut pas dire que ce soit très lumineux. C'est pas éclairé, et puis on oublie d'abord, ce sont les points que je souligne, c'est-à-dire que la chirurgie vient au secours d'une médecine défaillante. La chirurgie a fait beaucoup de progrès, la chirurgie de guerre, hein, tu le dis bien. Oui, mais c'est une chirurgie de guerre, mais elle a fait des progrès, mais c'est de la technique. C'est purement de la technique, c'est pas de la médecine. La médecine, c'est soigner. La chirurgie, c'est réparer. Alors, évidemment, quand quelqu'un est fracassé suite à un accident de voiture, suite à un événement de guerre, des attentats ou autre chose, certes, il faut réparer. Mais l'intérêt de la guerre sur ce plan-là, c'est qu'elle offre énormément de cas sur lesquels on va faire énormément de progrès, puisqu'on a beaucoup de choses à faire. Et quand on est en temps de paix, on a besoin de beaucoup de cas. On a besoin d'organes. C'est pour ça, par exemple, sur l'opération de l'appendicite, qui est devenue une opération totalement banale, tellement banale, que maintenant on la fait plus. Et quand on a à la faire... Comme les amygdales. Bien sûr. Et quand on a à la faire, on la fait par des biais qui sont une toute petite incision, on peut passer par le nombril, on peut faire plein de choses qui sont relativement discrètes, parce que on a appris beaucoup de choses en faisant beaucoup, et surtout en faisant beaucoup trop, et surtout beaucoup d'inutiles. On sait que 80% des appendicites opérés n'étaient pas des appendicites. Donc, on a enlevé l'appendice quand même parce que une fois qu'il y a une fente sur le côté,
on est obligé d'imaginer que l'appendice a été enlevé, sinon on passe à côté d'un événement diagnostique si on a une vraie appendicite plus tard. Donc il faut des cas, donc on les crée. On crée la banalisation de l'opération de la hanche, plutôt que de se poser la question de pourquoi ça survient, comment ça pourrait ne pas survenir. Une fois qu'on a fait des opérations de hanche, eh bien on se retrouve avec des problèmes de genoux. On va faire des opérations de genoux, et là c'est beaucoup plus compliqué, ça se passe beaucoup moins bien. Ça se passe moins bien, oui. Voilà. Et donc le don d'organes vient pallier effectivement les incompétences médicales voire les problèmes générés par la médecine. C'est-à-dire qu'actuellement, par exemple, il y a énormément de gens qui sont insuffisants rénaux, à tel point qu'on a des campagnes de dépistage de l'insuffisance rénale qui passent à la radio. Sauf qu'effectivement, avec par exemple le nombre d'hypertendus que nous avons, ou de faux hypertendus, mais qui prennent des traitements contre l'hypertension, on est sûr et certain à terme d'avoir des insuffisants rénaux, puisque ça attaque les reins. Et donc il faut des reins, donc il faut des donneurs. Voilà. Et quand on sait la liste d'attente de ceux qui sont en dialyse, on n'est pas prêt de s'en sortir, à moins qu'on fasse des reins artificiels. Avec un autre problème qui est absolument pas évoqué dans le domaine des greffes, c'est le problème de l'identité. C'est-à-dire que nous avons une identité cellulaire, et que cette identité cellulaire nous est propre. Et qu'à partir du moment où on va prendre un organe qui n'est pas à nous, on va rencontrer un problème d'identité. Alors on résout une partie du problème d'identité sur un plan pseudo-médical avec les anti-rejets, les médicaments anti-rejets, mais ça ne dit rien de l'identité profonde de l'individu, et on sait qu'il y a énormément de suicides chez les greffés, parce qu'ils ne se reconnaissent pas, et notamment pour des organes très importants comme le cœur, qui sont les organes... Le cœur, en médecine chinoise, c'est le siège de l'esprit. David Servan-Schreiber parlait de la relation cœur-cerveau dans son premier bouquin Guérir, qui est une relation extrêmement importante. Chaque organe en médecine chinoise est affecté à une fonction mentale, à une fonction émotionnelle, mais aussi à une fonction intellectuelle. Et donc, à partir du moment où on change cela, on change une partie de l'individu. La science, tu l'écris, détient la vérité. C'est un peu comme l'Église avant. Mais de toute façon, la science pense qu'elle trouvera toujours une solution pour le nucléaire, une solution pour les OGM, une solution pour tout ce qui va pas. Elle sera toujours là pour trouver une bonne solution aux problèmes qu'elle aura générés elle-même. Oui, le problème, c'est la science. C'est-à-dire qu'on imagine qu'il n'y en a qu'une et que c'est la nôtre. Et que forcément, elle n'a jamais été aussi bonne et aussi formidable que la nôtre. C'est une espèce de vision. J'entends par exemple cette phrase, on l'entend très régulièrement. Comment peut-on en 2010 ou en 2018 mais pourquoi dans cette année-là précisément serait-on plus intelligent que dans les années précédentes? On n'est pas plus intelligent. Mais si, c'est un peu tout ce qu'on pense. Oui, mais on n'est pas plus intelligent maintenant qu'on ne l'a été. On a même, l'histoire nous le montre, des moments de grâce dans l'histoire où nous étions bien plus évolués, bien plus respectueux des personnes. Le Moyen-Âge a été à l'égard des femmes notamment une période extrêmement intéressante, beaucoup plus qu'elle ne l'est maintenant, ou qu'elle ne le fut il y a encore 10 ou 20 ans. Donc on a eu d'autres périodes qui ont été très intéressantes, on a d'autres cultures, et en fait ce que je dis en matière de science et en matière de médecine, c'est que ces deux éléments-là sont le produit d'une culture. Et une culture, c'est quoi? C'est du temps et de l'espace. Du temps, c'est-à-dire c'est notre période. De l'espace, c'est notre lieu. Et le lieu dans lequel on vit d'une certaine façon. Et c'est pour ça que je parle de l'Occident, parce que c'est la façon de vivre de l'Occident. Mais dans d'autres civilisations, dans d'autres lieux, dans d'autres époques, on a construit d'autres sciences. Alors, dans ton livre, tu parles, on se pose la question de savoir quand un tissu est mort ou vivant, puisqu'en acupuncture, quand vous placez une aiguille dans un corps, enfin dans un comment on appelle ça, là où vous mettez les aiguilles sur les points d'acupuncture. Sur les points d'acupuncture, à un certain moment, l'aiguille vous la tournez, elle peut pas bouger plus. Quand le corps est mort, est-ce que ça bouge encore, les aiguilles? Ah bon, on peut tourner jusqu'à la fin des temps, il ne se passe plus rien. Quand le corps est mort, il n'y a plus rien. Oui, quand le corps est mort, ou même quand le corps est simplement très fatigué. C'est-à-dire quand on pique quelqu'un qui est vieux ou qui est très défaillant, il faut beaucoup plus de temps pour bloquer l'aiguille. Et quand je dis bloquer l'aiguille, on ne pourrait pas la bloquer avec les doigts. C'est-à-dire qu'on attrape une aiguille, on la serre à deux mains,
on la serre du plus fort qu'on peut, on ne peut pas la bloquer. On va la freiner, avoir du mal à tourner, mais elle tourne. Alors que quand elle est dans le corps et qu'elle est bloquée, si on tourne, l'aiguille se tord sur elle-même. Si on insiste un peu, ça fait quand même extrêmement mal, donc on n'insiste pas. Non, elle pète pas tout de suite. J'ai jamais eu l'occasion d'imaginer qu'elle puisse péter, mais par contre, ce qu'il y a de certain, c'est que quand on la lâche, elle revient sur elle-même. C'est-à-dire qu'on peut lui faire un tour complet sur elle-même, et quand on la lâche, elle revient de ce tour complet comme un objet qu'on a en métal qu'on a tordu et qui revient parce que c'est élastique. Donc c'est très puissant. Pourquoi je parle de ça, c'est sur ces histoires de morale et d'éthique, tu fais une différence entre la morale et l'éthique. Oui, l'éthique c'est plutôt une affaire de réglementation ou une affaire de technique quelque part. Donc la morale c'est quelque chose de beaucoup plus culturel. Notre morale judéo-chrétienne, qui d'ailleurs a évolué au cours du temps, et qui peut donner lieu effectivement à des conceptions éthiques différentes. Donc l'éthique se base sur la morale, ça c'est une certitude, mais l'éthique est inférieure à la morale en termes d'aspect. De morale. Oui, non, mais en termes d'aspect, tout simplement. C'est-à-dire qu'effectivement, on va utiliser les aspects éthiques pour pouvoir se permettre de faire des choses qu'éventuellement la morale ne permettrait pas. Par exemple, prélever un organe sur un être vivant, on va décréter qu'il est mort cérébralement, par exemple, parce que s'il est mort vraiment, on peut pas lui prélever son organe. Or, dans certaines civilisations, la médecine chinoise notamment le dit, les anciens Égyptiens le disent également, les Tibétains le disent également. On met 3 jours à mourir après le décès constaté par le médecin. On met 3 jours à mourir, c'est la séparation des différents organes, le délitement de certains organes qui va progressivement perdre son énergie. Et pendant toute cette période-là, on est encore partiellement vivant, d'un vivant qui ne se voit pas, mais qui est tout de même là. Moi, je sais notamment que j'avais un médecin qui m'avait recommandé de parler avec prudence en présence d'un mort. Et au moment de le laver, tout ça, c'était d'avoir un certain respect pour les morts. Et ressusciter le 3e jour, c'est dans les Écritures. Hein. Oui. Alors ça, non, mais je veux dire, c'est. Mais oui, bien sûr. Voilà, c'est quand même écrit depuis la nuit des temps, justement. Notre société n'a rien d'universel. C'est quelque chose d'important, ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire cette façon de soigner les gens, cette médecine européenne, on peut dire occidentale, elle veut gagner du terrain sur la terre entière. Oui, bien sûr, c'est une médecine coloniale. Alors ce terme a été mal vu, je me souviens avoir répondu à un article justement de Marie-France de Meuron avec une polémique qui a surgi autour de ce mot colonial qu'on attribue uniquement à la colonisation historique des années 1800, fin du 19e siècle essentiellement. Mais il n'y a pas eu que cette colonisation. On a toujours colonisé. Coloniser, ça veut dire aller conquérir des territoires. Quand ils sont vierges, tant mieux, mais ils sont rarement vierges. Et puis quand il y a des populations dessus, on ne peut plus maintenant tellement les conquérir par la force. On les conquiert par l'argent, on les conquiert par la culture, on les conquiert par l'imposition du médicament. C'est-à-dire que par exemple sur l'Afrique, on va donner nos médicaments à l'Afrique, on va leur imposer notre culture médicale. Les vaccins, mais alors les vaccins c'est encore un autre sujet. C'est-à-dire que là c'est pas pour nous faire plaisir, c'est pas pour leur faire plaisir, c'est uniquement pour faire des tests en grandeur nature. Et puis c'est pour gagner un peu plus d'argent encore, parce que ce qu'avait fait Chirac notamment pour soigner le sida en Afrique, et en prélevant une part sur les billets d'avion, l'argent n'est jamais allé aux malades du sida, l'argent n'est jamais allé aux États, il est allé directement au labo pour qu'ils puissent fournir les médicaments. Donc, du coup, on a inondé l'Afrique avec des médicaments qui n'étaient peut-être pas faits pour eux, qui n'étaient peut-être pas nécessaires, et on verra notamment peut-être que sur le sida africain, il y a largement matière à discuter de la réalité des faits. On verra ça peut-être en deuxième partie d'émission. C'est toi qui as choisi la pause musicale.
Ça s'appelle le 10 du mois et elle va partir et il s'appelle Les Petits... Les Petits Yeux, c'est un groupe brestois extrêmement sympathique et qui a une particularité. Ils ont une chansigneuse au moins, c'est-à-dire une fille qui traduit la chanson en langue des signes et qui danse en langue des signes. Eh ben, ça vous le verrez pas, merveilleux. vous le verrez pas, mais vous avez qu'à rechercher sur Internet, peut-être que vous le verrez. Les petits yeux, le 10 du mois. Le 10 du mois depuis déjà quelques années, la gueule de bois du quémandeur enfariné, ils débarquent dans leur petit bar de quartier. Tonton Rémi, Tata Sédic sont assoiffés. Ils déambulent avec les sous de leur débauche, qu'ils offriront sous forme d'ivresse à leur caboche. À chaque comptoir on trouve une couleur de pilier. Tonton Rémi, Tata Sédic sont fatigués. PTITS, yeux. Le 10 du mois, on est avec Christian Portal, on parle de l'Occident, malade de sa médecine. L'Occident, c'est nous, la médecine, on voit bien qu'elle a un coût. On fait des gros trous, c'est pas des gouffres, c'est des trous, c'est des abîmes. Dans la sécurité sociale, il y en a de plus en plus. Mais là, je voudrais qu'on revienne sur ta profession. Donc, tu es un ancien prof d'éducation physique, tu exerces encore? Non, je suis à la retraite depuis 2 ans. Bon, d'accord. Mais tu écris dans ton livre que, en ce qui concerne les jeunes, on regarde pas du tout leur posture, que ça serait bien de s'occuper de leurs pieds. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai une culture un peu particulière, c'est-à-dire que j'étais pas du tout sportif ou très mauvais sportif, et donc du coup, j'étais pas tellement à l'aise dans la réussite sportive, et donc un peu naturellement, je me suis tourné vers d'autres choses, notamment l'éducation spécialisée, l'éducation physique au 3e âge, pour lequel j'avais fait un mémoire à un moment donné pendant mes études. Et puis plus tard, m'intéressant à la médecine chinoise, je me suis aussi intéressé au tai chi que j'ai fait. Et là, j'ai découvert que le mouvement naissait d'autre chose que de la volonté stricte, telle qu'on peut l'obtenir par des efforts importants. Et donc, c'était une révélation quelque part, et mon enseignement s'en est trouvé bouleversé, parce que du coup, on peut faire naître un mouvement autrement que par la force et la violence, et il va être beaucoup plus juste, et l'objectif, c'est finalement de ne pas se fatiguer et de ne pas se faire de mal. Et depuis assez longtemps, je m'étais rendu compte que toutes les activités physiques, en tout cas les activités sportives que j'avais pu tenter de continuer à faire, n'avaient pas d'autre effet que de me faire du mal. Donc j'ai arrêté le sport très tôt, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Le dernier qui m'a vu courir, il court encore, non? Il y a longtemps qu'il est plus en mesure de voir quoi que ce soit. Il court plus, lui. Et donc, du coup, non, je ne fais jamais de sport. Par contre, je fais pas mal d'activités physiques. J'ai un jardin, voilà. L'activité physique, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Elle est fonctionnelle, et puis elle est. On doit vivre. On a un usage de notre corps. C'est pas pour ça. Mais faire du vélo toute la journée ou courir avec des mais du vélo, j'en fais si j'ai besoin d'en faire pour me déplacer. Mais pas du vélo d'appartement. Alors pas du vélo d'appartement. Je cours pas pour rien. Si je dois me déplacer, je marche d'un bon pas parce que j'aime bien marcher, j'aime bien sentir mon corps. Mais il n'est pas question de faire du sport. Et je maintiens que le sport est mauvais pour la santé. Et donc notamment pas pour les enfants. Alors, on fait faire du sport aux enfants très tôt, c'est une aberration totale. Au lendemain de la guerre de 14-18, la France les jeunes Français étaient fracassés par la guerre, et donc les instructions officielles de l'éducation physique, qui chaque fois étaient reprises un coup par les militaires, un coup par les médecins, là étaient reprises en masse par les médecins, reprises totalement en charge par les médecins, qui ont interdit la pratique du sport avant l'âge de 18 ans. Parce qu'il était question de reconstruire la santé des jeunes. Et c'est d'ailleurs de cette époque que datent les plus anciens clubs français, qui sont uniquement des clubs d'université, le PUC, le SMUC, etc., ou des clubs d'entreprise, comme la VGA Saint-Maur, qui est un truc typiquement de corporatiste. Il y avait la CBB, qui était un club pour Renault, la SPTT, voilà, etc., l'US Métro, tous ces anciens clubs sont nés de cette époque-là. Et les clubs
plus tard sont arrivés, enfin les suivants sont arrivés beaucoup plus tard, les clubs sportifs sont arrivés beaucoup plus tard, et là on a intégré les enfants progressivement, et puis avec l'idée au-delà des années 60 de faire de la compétition. Notamment, il y a un truc que De Gaulle n'avait pas supporté, c'est la volée qu'on avait pris aux Jeux Olympiques de Rome. On était nuls. On était plus que nuls, on avait 0 médaille, il a pas du tout aimé, et donc il a lancé une politique sportive qui a bien fait plaisir aux profs d'éducation physique de l'époque, parce que ils étaient très branchés sur l'Allemagne de l'Est et ses réussites sportives. En tous les cas, les sportifs ne font pas de vieux os en général. Alors ça dépend. Ça dépend. Il y a des contre-exemples, c'est-à-dire que il y a ces gens qui font beaucoup de sport très régulièrement, mais qui quelque part doivent le faire, alors qui peut-être ont des natures, ça faut pas oublier ça, qui ont peut-être une hygiène très convenable. Les sportifs de compétition font pas de vieux os, effectivement, parce qu'ils sont très abîmés par leur pratique. Ils ont été obligés de prendre des médicaments pour des médicaments ou des produits plus ou moins illicites pour pouvoir tenir le coup, pour se renforcer musculairement, etc. Quand on voit les chocs que prennent actuellement les rugbymen, faut pas s'attendre à ce qu'ils vivent vieux. Hein. C'est pour ça qu'ils gagnent beaucoup d'argent, parce qu'ils vont le dépenser très vite. Les rugbymen ou les footballeurs, hein, je veux dire. Il y a beaucoup de footballeurs qui meurent en plein vol. Hein. Ouais. Bon, on va sortir de là. On dit que finalement la santé a un coût. La santé n'a pas de prix, mais ça a un coût. Hein, on nous le répète sans arrêt, que ça coûte cher, tout ça. Une des solutions, ça serait que les revenus financiers soient soumis à contribution sociale. Ça permettrait de faire rentrer de l'argent pour combler le trou de la sécurité sociale. Oui, ce serait de mon point de vue la pire des solutions, évidemment. Ah bon, la pire? La pire des solutions, parce que le problème, c'est que ça donnerait de l'argent à un système qui, déjà, se vautre dans notre argent pour pouvoir gagner toujours plus d'argent. Parce que cet argent, la sécurité sociale, finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle inonde le marché de la santé, pas pour notre bien, mais tout simplement pour faire fonctionner le système médical. Le système médical, il est comme n'importe quel système économique. Il a besoin d'être plus demain qu'aujourd'hui et bien moins qu'hier. Bien moins, comme le fameux système. Il veut toujours plus, comme n'importe quel. Voilà, mais il faut dépenser moins mais gagner plus. Et entre autres, mais ceci dit, le principe, c'est que pour gagner plus, pour qu'une entreprise gagne plus, il faut qu'elle gagne des clients. Et quand elle a des clients, ou qu'elle a fait le tour de ses clients, il faut qu'elle lui vende encore plus de produits. Donc, trouver des clients, c'est trouver des malades. S'ils sont pas malades, il faut qu'on découvre comment ils pourraient l'être, ou de quoi pourrait-il être malade. Bon, c'est très simple pour trouver plus de malades. On change les normes. On passe le cholestérol de 2 grammes à 1,8 gramme, et on a des malades. On médicalise la grossesse, la naissance, on médicalise la vieillesse, l'adolescence avec l'acné. Voilà, et puis surtout, on crée quelque part des épidémies où on rentre dans la logique d'épidémie, c'est-à-dire, par exemple, on parle d'épidémie de diabète, il n'y a aucune raison, c'est pas contagieux. Pourquoi il y a de plus en plus de cancer, on dit que c'est épidémie de cancer, bien sûr. Est-ce qu'il est contagieux, le cancer? Non. Enfin, alors certains le disent. Ils disent que c'est un virus. Il y en a certains qui disent que c'est un virus. Oui, mais le problème des virus, c'est que quand on casse une bactérie, notamment avec un antibiotique ou avec de l'eau de Javel ou avec n'importe quoi, on crée des virus. Si on joue beaucoup avec les vaccinations, avec un certain nombre d'éléments de ce type, on va forcément créer des virus incontrôlés et incontrôlables. Il y a un problème effectivement avec tout le domaine infectieux qui pose un vrai souci dans notre conception de la santé, qui est que quelque part on voudrait avoir une vie exempte de ces éléments-là. Ça n'a évidemment aucun sens. On passe son temps à parler de biodiversité, mais cette biodiversité n'est qu'une biodiversité externe. Ce qui est important, c'est aussi la biodiversité interne. Nous sommes le produit, ce qui est à l'intérieur de nos intestins et voire à la surface de notre peau, c'est ça qui garantit notre immunité. Or, nous avons sur nous et en nous 10 fois plus de cellules non humaines que de cellules humaines. 10 fois plus. J'ai un extraterrestre devant moi. C'est extraordinaire, c'est 10 fois plus. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fait de... Alors, ça pose la question en immunologie du soi et du non-soi.
Le soi, c'est pas compliqué, c'est nous. Le non-soi, c'est le reste. Et donc, on doit lutter contre le non-soi, c'est le principe. Mais cette espèce de non-soi qui est finalement un soi à nous, c'est-à-dire nos bactéries, nos organismes vivants à la surface du corps, nos virus qui sont là aussi, sont des éléments qui, quelque part, nous appartiennent, font partie de notre sphère. Et ils n'ont qu'une raison d'être contre nous. Et qu'est-ce qui transforme finalement un élément tout à fait bénéfique et nécessaire dans notre corps en un élément pathogène? C'est ça la seule question qui vaille. Or, on veut quelque part éradiquer toute forme de ces éléments qui pourraient poser problème. C'est exactement le même sujet que celui qui, en agriculture, voudrait tuer tout ce qui est vaguement vivant à la surface de la Terre. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils essayent de faire, mais on sait que c'est une catastrophe. C'est pour ça que j'ai toujours comparé la médecine et l'agriculture, en tout cas la médecine conventionnelle et l'agriculture conventionnelle, parce qu'elles présentent les mêmes défauts, des défauts de pollution, des défauts de coûts exorbitants, des défauts de productivité ou d'efficacité en ce qui concerne la médecine, qui sont de faible productivité et d'efficacité très médiocre, malgré toutes les propagandes qu'on essaye de sur lesquelles on essaie de nous avoir, parce que c'est indubitable. Il n'y a pas un médecin qui sait soigner une grippe, qui sait soigner un simple rhume. Le rhumatisme, on n'en parle pas. Donc des choses très simples. Donc quelqu'un qui a des problèmes de douleur ou de rhumatisme, il passe dans des circuits infernaux. Ça coûte une fortune. D'accord. Cancer, des espoirs de guérison toujours repoussés à la prochaine décennie. En médecine chinoise, on considère que la tumeur représente une possibilité de retarder la maladie. Alors, c'est une des hypothèses que la médecine chinoise évoque, c'est-à-dire qu'effectivement, la tumeur est un élément de fixation de la maladie. Or, on oublie, par exemple, pour le cancer, que c'est le processus entre deux événements qui sont d'une part la création de cellules cancéreuses, nous en faisons tous les jours, plus ou moins peut-être, mais on en faisant tous les jours, et un autre phénomène qu'on appelle l'apoptose, qui est la mort des cellules, c'est-à-dire qu'on est chargé d'éliminer ces cellules qui sont anormales. À partir du moment où ces deux phénomènes, l'un peut-être explose un peu et l'autre s'atténue, créent des cancers. Donc ces fameuses tumeurs, tant qu'elles sont sous la forme d'une tumeur et tant qu'elles ne gênent pas le fonctionnement de l'individu, elles sont pas dangereuses. Il faudrait pas y toucher presque. Il faudrait pas y toucher. Alors il y a plusieurs hypothèses. Il y a des chirurgiens qui disent qu'il faut couper très vite et très peu, ce que font certains chirurgiens chinois, notamment qui ont quelques rapports également avec la médecine chinoise ancienne. Et en tout cas, alors les Chinois ont une vision du cancer qui est pas du tout la même que la nôtre. C'est la présence de ce qu'ils appellent des énergies perverses associées à un terrain sur lequel il y a une énergie personnelle, ce qu'on appelle l'énergie véritable, qui est faible. Et donc c'est la lutte entre ces deux-là. Et donc on doit, en termes de thérapeutes chinois, de médecins chinois, on doit jouer entre soutenir le malade et attaquer la maladie. Si on attaque trop la maladie, ce que fait la médecine occidentale, on tue le malade, on meurt guéri. Voilà, on meurt guéri. On meurt guéri. Alors, ce qu'on apprend dans ton livre aussi, c'est que la syphilis, qui était la grande vérole, est arrivée quand on a réussi à se débarrasser de la variole. Ah non, c'est arrivé beaucoup plus tard. La variole, ça a commencé dès 1700 et quelques. La syphilis, c'est bien avant. Non, c'est pas le même problème. La syphilis, c'était là avant la variole. Ah bah oui, la syphilis, c'est ce qu'on appelait le mal de Naples. C'était les rois de France ont été touchés. Je crois que François Ier a été touché par la syphilis. Non, c'est bien avant. La variole, c'est la grande vérole. Alors que la variole, c'est la petite vérole. Voilà, c'est ça. Et donc, non, le problème, c'est que nous avons des maladies qui vont et qui viennent, et qui sont des facteurs, et ça c'est un certain nombre de biologistes qui l'ont exprimé, qui sont des facteurs de développement de l'espèce. C'est-à-dire qu'on a eu besoin d'être malade à un moment donné pour pouvoir passer des étapes et des étapes de développement. Alors évidemment, c'est pas agréable quand on est soi-même touché et on voudrait ne pas être malade et surtout on voudrait pas mourir, sauf qu'au niveau d'une espèce ou au niveau d'une histoire, on doit pas avoir les mêmes conceptions. Parce que si on détruit toutes les bactéries sous prétexte qu'elles sont potentiellement dangereuses, on meurt demain. Ça, c'est une certitude. On a essayé de faire naître des souris sans bactéries dans l'intestin.
elles ne survivent pas. Elles ne survivent pas. On a besoin de bactéries. Donc on peut pas les sélectionner en disant il y a des bonnes et des mauvaises. Elles sont toutes bonnes. C'est nous qui, à un moment donné, laissons la place à quelque chose qui n'est pas satisfaisant et qui créons nos propres troubles. Alors dans ton livre, tu abordes le sida et tu dis que en ce qui concerne le syndrome de Kaposi, c'est un stade ultime du sida en général. Bon, on ne le voit plus. On le voit plus. Moi, j'ai vu quelqu'un avec ça, je t'assure. Oui, mais il y a longtemps. Non, il n'y a pas si longtemps que ça. Il a été décrit à plusieurs reprises en Europe et en Afrique, respectivement en 1874 et 1914. Donc c'est vieux quand même. C'est vraiment ce syndrome qui est un des stades ultimes du sida. Il était connu bien avant le sida. Mais même les symptômes même du sida sont connus depuis longtemps. Et depuis longtemps, on a des cas qui sont historiques sur bien avant ce qu'on a appelé le patient zéro dans les années 80-81. Il y a eu des cas bien avant qui, à la lumière de la description ultérieure, ont pu être décrits comme des sida. Sauf que sida, ça veut rien dire. C'est ça tout le problème. Sida, c'est un syndrome d'immunodéficience acquise, point barre. Acquise comment? Jusqu'à maintenant, on parle de virus. On l'a pas trouvé. Plus ou moins. Là, de nombreuses personnes disent qu'il n'a pas été trouvé. Et malheureusement, ils n'ont pas été démentis. Si on l'avait trouvé, réellement isolé, on mettrait pas si longtemps que ça à trouver un vaccin. Qui marcherait ou qui marcherait pas, ça c'est un autre sujet, mais on mettrait pas si longtemps que ça à le trouver. Non, ce qu'on a, c'est qu'on a des suspicions, et notamment des suspicions à travers les tests sérologiques. C'est-à-dire qu'on part du principe que quand on fait un test ELISA, Western blot ou autre, on obtient une réaction sérologique qui montre qu'on est donc séropositif. Sauf que séropositif ne veut rien dire, puisque on est potentiellement séropositif à une 70 situations pathologiques différentes, ce qui ne veut rigoureusement rien dire, notamment en Afrique, où il y a des maladies endémiques qui ne demandent qu'à ressurgir, et elles redemandent à ressurgir dès qu'il y a une famine, une guerre, des troubles émotionnels majeurs quand les populations sont déplacées, etc., etc. Et on a, d'une certaine manière, des preuves indirectes que le sida en Afrique n'a rien à voir avec une simple infection. C'est compliqué à annoncer parce que c'est tellement ancré dans l'esprit des gens qu'il y a une infection que dire qu'il n'y a pas d'infection, c'est quasiment hérétique. Demain, je vais être brûlé en place de grève si je le soutiens encore un peu trop longtemps. Mais il y a des textes qui le disent, il y a des éléments qui le laissent supposer. Je veux pour preuve un débat qui a eu lieu au Parlement européen en 2003, qui avait réuni des Africains et notamment le professeur Montagnier. Et il y avait notamment Étienne de Harven qui défend l'idée qu'il n'y a pas de virus du sida. Il a défendu sa thèse. Montagnier arrive derrière. Il n'a pas dit « Monsieur, vous êtes fou » ou « Monsieur, vous êtes idiot » »,« Monsieur, vous ne savez pas », moi je vous prouve que... Il n'a jamais dit quelque chose comme ça. Il avait l'occasion de démentir. Il n'a pas démenti. Donc c'est très étonnant. On en saura peut-être plus dans 20 ans. On va faire la deuxième pause musicale avec toujours les petits yeux. Ça s'appelle Renaître. On l'écoutera pas non plus parce qu'elle est assez longue. Si mon regard s'éternise dans tes yeux que je dévalise, c'est que je suis au matin de ma renaissance. Un ange qui passe dans tes pupilles, voilà les miennes qui s'écarquillent. Je sens alors que se rapproche ma délivrance. C'est la dernière partie de cette au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM, toujours avec Christian Portal qui est porte-parole du collectif Acécomède, agir pour une médecine écologique. On pourrait peut-être en dire 2-3 mots après. Mais là, là, on parlait en antenne, c'est quoi le syndrome du tube de dentifrice? Le tube de dentifrice, c'est très simple. Dans la publicité, on met du dentifrice tout au long de la brosse à dents, voire qui dépasse un peu. Donc quand on veut vendre plus de tubes de dentifrice, quand on veut augmenter les ventes, qu'est-ce qu'on fait? On commence par augmenter la taille de la brosse à dents. Vous avez remarqué que les brosses à dents, on dirait des trucs pour les chevaux, tellement c'est grand. Et puis, on augmente la taille du trou.
Puis ensuite, on a des espèces de distributeurs qui crachent et on n'a pas la possibilité de vider les tubes. Enfin donc voilà, on a toute une série de stratégies commerciales pour vendre de plus en plus de dentifrice. On va vous expliquer qu'il faut se laver les dents 3 fois par jour. Oui. Vous avez des animaux qui ne se lavent jamais les dents. Vous avez des peuples pas primitifs ni anciens, des peuples premiers qui sont dans des conditions d'hygiène dentaires qui sont prodigieuses. Ils ont des dents magnifiques. Ils ne se lavent pas les dents. Simplement, ils ont une bonne alimentation parce que, alors quand ils ont besoin de se brosser les dents, ils utilisent des systèmes, mais toujours mécaniques. On a besoin quand même de se laver les dents. On va pas dire. Dans une certaine limite. Dans une certaine limite. Voilà. Tout ça, c'est une affaire de mesure. On nous a expliqué qu'il fallait se laver plusieurs fois par jour maintenant, qu'il fallait mettre ils sont venus dessus en disant que. Mais entre-temps, on continue de nous dire que si j'ai pas ma douche le matin, si j'ai pas ceci, ça va pas. C'est pas vrai. Il y a pas besoin. C'est-à-dire que soit on a une journée salissante et on se lave le soir et le matin on n'a pas besoin de se laver, soit on a une nuit salissante, mais ça c'est un autre sujet. Mais on n'a pas besoin de se laver tout le temps et surtout pas au savon. Il faut se laver à l'eau, c'est quand même meilleur. Voilà. Alors, on va parler justement de cet acécomède. Oui, alors ça, c'est une activité qui est quand même très très en sommeil, qui a été faite à la suite du manifeste. 2006. Oui, en 2006, à la suite du manifeste pour une médecine écologique. J'avais réuni à peu près 10 000 signatures, dont des noms très intéressants comme Gilles-Éric Serralini, Jean-Marie Pelt, Paul Lannoy, Sylvie Simon, voilà, etc. Des personnes qui comptaient pour moi déjà et qui comptaient pour à la fois la cause écologique et puis pour la cause de la santé. Et donc, depuis, les forces qui auraient pu les soutenir se sont épuisées et le collectif est complètement en sommeil. Et puis, j'ai un souci majeur avec toutes les associations, tous les groupes qui essayent de promouvoir les médecines alternatives, c'est qu'ils n'ont qu'une idée, c'est tirer la couverture à eux-mêmes pour être les meilleurs. Le vizir à la place du vizir, et moi tout ça m'intéresse pas. Alors c'est quoi l'association Sun Alors Sun Simiao, c'est une association de médecine chinoise qui m'a permis pendant un temps de soigner les personnes par l'intermédiaire de cette association. C'est une association de conseil, c'est une association aussi qui m'a permis, par l'intermédiaire d'un site internet, de communiquer sur la santé, sur la médecine chinoise. Sur les accidents liés aux plantes chinoises. Alors, les accidents liés aux plantes chinoises, j'en ai pas parlé dans l'association, mais là, t'en parles dans ton livre. J'en parle dans le livre, oui, effectivement, parce que on a attribué aux plantes chinoises des accidents qui n'étaient pas le fait des plantes chinoises, mais qui étaient faits de l'incompétence de ceux qui les utilisaient et de ceux qui les commercialisaient. Et puis, le comportement criminel des médecins qui utilisaient ça, c'est-à-dire qu'ils utilisaient des diurétiques et ils utilisaient les capacités diurétiques de certaines plantes sans les connaître, en associant donc des médicaments chimiques et des médicaments naturels. Évidemment, dans ce cas-là, c'est pas le médicament chimique qu'on accuse, c'est le médicament naturel. C'était surtout en Belgique, non? Oui, c'était surtout en Belgique, mais ça a fait des cancers du rein, ça a fait des morts. Ça fait des morts, bien sûr, enfin parce que oui, après un cancer, en général, ça se passe pas bien. Et donc, mais ça, c'était pas la faute des plantes chinoises, c'était la faute des médecins incompétents. Une plante chinoise, c'est complexe. Tu dis quand même qu'il faut pas prendre ces médecines alternatives sans savoir ce qu'on fait. Hein. C'est pas anodin non plus, ça a des effets. Oui, mais bien entendu, rien n'est anodin, mais ça demande une compétence et une compétence sérieuse. Alors, parmi les médecines qui sont relativement intéressantes et bien utilisées par le public quand même, il y a l'homéopathie. Mais le problème de l'homéopathie, je cite notamment Roland Sananès, qui est un professeur d'homéopathie réputé dans ce monde-là, qui disait, mais sur 3000 homéopathes en France, il n'y en a que 300 de bons. Ça veut dire que les autres sont des pseudo-homéopathes. C'est-à-dire des gens qui utilisent les remèdes homéopathiques de la même façon qu'ils utiliseraient des médicaments chimiques. C'est-à-dire que... Ils ont une liste. Ils ont une liste, ils s'aperçoivent que tel remède homéopathique a des indications, on va les utiliser pour leurs indications. Mais c'est pas ça l'homéopathie. L'homéopathie, c'est le rétablissement d'un équilibre dont il faut comprendre la subtilité. Et on a de nombreuses entrées. On peut utiliser plein de remèdes différents pour un même effet. Seulement, il faut savoir les choisir. Et on fait pas n'importe quoi. Et pour montrer ce qu'on ne fait pas n'importe quoi, Martine Gardenal, qui est médecin homéopathe, rappelait cette anecdote d'un pharmacien qui tous les matins se moquait de l'homéopathie en prenant chaque matin une dose d'un remède homéopathique différent. Et puis un jour, il est resté 48 heures sans pouvoir pisser.
parce qu'il n'avait pas pris le bon, un truc qui ne lui allait pas du tout. Et là, il a compris que c'était efficace. Alors, désinformation, tout le monde est un peu au courant de tout ce qu'on vient de dire ce soir, mais il n'y a rien qui change. Tu dis, auparavant, dans le cadre d'une médecine familiale, la plupart des soucis de santé communs étaient traités au sein de la famille par la mère ou la grand-mère. Or, on les a dépouillés de leurs moyens pour ne faire confiance qu'au savoir du médecin et au pouvoir des médications chimiques ou du pharmacien, c'est pareil. C'est encore plus grave lorsqu'il s'agit de populations immigrées qui possédaient jusqu'encore plus récemment ces capacités que l'on a totalement dépossédées et déculturées. C'est vrai qu'avant, on n'allait pas chez le médecin tout le temps. Et c'est ce que tu dis, ça fait dans les populations immigrées, des gosses qui se retrouvent aux urgences pour rien la nuit. Oui, parce que alors souvent en plus des mères qui se retrouvent seules dans des conditions émotionnelles, économiques assez désastreuses, et qui effectivement et il se passe notamment en Afrique ce phénomène de gloire à l'homme blanc et gloire à la médecine des blancs, et on l'a vu notamment, ça a été rapporté par Yvette Parès, qui était cette femme qui a créé l'hôpital de Keur Massar au Sénégal, un hôpital de médecine traditionnelle sénégalaise, avec l'aide d'un maître Peul, Dadi Diallo. Elle a fait un travail extraordinaire, et ils ont fait un travail extraordinaire là-bas pour soigner la lèpre dans un premier temps avec des médecines traditionnelles sénégalaises, avec des résultats tout à fait prodigieux, résultats qui n'avaient jamais été obtenus avec les médecines occidentales, avec les pharmacopées occidentales. Ils ont continué dans la même veine à soigner le sida, parce qu'il y avait des cas de sida, et ils ont obtenu des résultats formidables. Mais qui est-ce qui a embêté le plus et qui a pénalisé le plus cet hôpital? Ce sont les Africains, comme on disait à une époque à propos des Indiens, qu'on appelait des pommes. Ils sont rouges à l'extérieur, blancs à l'intérieur. Eh bien, ces Africains sont comme ça, noirs à l'extérieur, blancs à l'intérieur. Et ils ont totalement perdu leur culture, ils ont perdu cela. Or, ce qui est dommage, c'est que notamment l'OMS signale dans un rapport très intéressant sur la médecine non conventionnelle que le ratio... On dit tradit... Oui, enfin là, en l'occurrence, c'est pas le mot qu'ils emploient, mais bon, c'est pas le lieu maintenant. Mais disons que le rapport, notamment par exemple en Ouganda, est de 1 pour 2000 en ce qui concerne les médecins traditionnels locaux, et il est de 1 pour 20 000, et encore uniquement dans les villes, pour ce qui concerne la médecine occidentale. Donc, on n'a pas le choix. Et c'est ce que dit l'OMS, on n'a pas le choix, il faut recourir aux médecines traditionnelles chaque fois que c'est possible dans ces conditions-là. Simplement, ils mettent des restrictions. C'est ce qui pourrait nous arriver en cas de crise aussi, nous. C'est ce qui pourrait, et donc, ça pourrait nous arriver plus vite que prévu. Voilà, donc essayez de vous rappeler un peu les remèdes de grand-mère. Ce premier tome est essentiellement un essai politique dont les implications sont institutionnelles. Il est hors de propos d'envisager des solutions pratiques. C'est la raison pour laquelle un second tome est en préparation pour offrir au lecteur une vision plus encourageante vers des solutions personnelles en matière de santé. Il va sortir quand, le deuxième tome? Alors, il avait été prévu de sortir au mois de mai, mais ça me paraît un peu trop tôt par rapport au précédent. Je pense qu'on va plutôt le sortir en septembre, mais il est déjà écrit. Il va simplement être donc actualisé. avec des solutions? Alors, il y a des solutions. C'est l'idée de se soigner sans s'empoisonner qui est repris là. Des solutions de médecine familiale toutes simples qui permettent en quelques heures de soigner un rhume, une grippe, une gastro, toutes ces choses-là, et puis d'apprendre à discerner entre cas graves sur lesquels il faut impérativement prendre des décisions, c'est clair, et cas bénins sur lesquels on a du temps. Et quand on a un doute, on va voir son médecin, on revient avec le diagnostic, éventuellement l'ordonnance, on prend pas, et on choisit éventuellement de faire la thérapeutique qu'on veut en fonction de cela. Mais on a l'idée de gravité, et on sait que dans un certain nombre de cas, on a du temps. Un peu les officiers de santé qui étaient là avant, non? Voilà, mais qui ont disparu. On nous propose de faire la même chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on propose d'avoir une formation pour les infirmières ou les infirmiers, une formation approfondie pour faire ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire ce qu'on appelait les officiers de santé jusque dans les années 1870, qui ont été supprimés pour renforcer le monopole des médecins. Mais maintenant que les médecins sont minoritairement, sont en difficulté sur le plan de leur démographie, on se demande à faire appel parce que
Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de toujours vendre plus de médicaments et plus d'actes médicaux. Ben, ça rapporte, il faut quoi. Alors voilà. Alors Christian Portal, l'Occident malade de sa médecine, aux éditions Libre et Solidaire, on te retrouve où ? Alors en librairie, pour l'instant. Sinon, sur le site. Sur le site de Libre et Solidaire, qui est une très belle maison d'édition, qui a une très bonne idée de... Et puis je serai sur l'autre salon du livre samedi prochain, samedi 17, pour dédicacer mon livre. Donc l'autre salon du livre qui est 94 boulevard de Charonne, ou rue de Charonne, je ne sais plus, enfin, c'est au Palais de la Femme. D'accord. On termine avec une citation d'Albert Einstein. Ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l'État te le demande. Et surtout si l'État te le demande. Donc ça, je pense au vaccin. Mais là, on n'en parle pas. Alors, on va se quitter. Merci Christian. Merci Joël. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.